Merci beaucoup. Merci Marilyn pour cette invitation. Je suis vraiment ravie. Je n'avais pas compris que c'était la première. Ça me rajoute une petite pression supplémentaire. Mais je suis contente qu'on commence par parler de sommeil dans tout un cycle qui va vous parler d'apprentissage. Parce que souvent, on a un peu l'impression que dormir, c'est l'inverse d'apprendre. Et je vais essayer de vous montrer ce soir qu'en fait, c'est extrêmement lié. Et qu'on a tout intérêt justement à faire de la promotion de sommeil pour permettre justement une meilleure réussite académique, scolaire, que ce soit chez les tout-petits, mais également chez les universitaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'universitaires ce soir, pour vous montrer qu'à tout âge, en fait, le sommeil, c'est véritablement un outil pour apprendre. Donc cette conférence, on l'avait nommée « Dormir pour apprendre ». Donc le sommeil, je vais vous expliquer quels sont ses rôles sur les apprentissages, mais aussi je vais vous montrer qu'on peut apprendre à dormir. Et ça, c'est ce qui est très intéressant. Et c'est tout un projet de recherche qu'on développe pour donner justement aux enseignants des outils pour leur permettre d'enseigner le sommeil, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça s'apprend d'autant plus à l'heure actuelle, où en fait, on se rend compte depuis plusieurs décennies que le sommeil se réduit drastiquement dans les sociétés modernes, tout simplement parce qu'en fait, c'est un petit peu une conception nouvelle que de penser que dormir, c'est perdre son temps. Donc, on va essayer de gagner sur ce temps de sommeil pour finir certaines choses qu'on n'aurait pas eu le temps de faire pendant la journée. Donc, que ce soit visionner des vidéos, continuer à réseauter, continuer à apprendre, réviser, continuer à travailler. Donc on a de plus en plus de personnes qui estiment que dormir, c'est perdre son temps. Le fait est, c'est que dormir, c'est un phénomène vital. On a plein d'expériences chez l'animal qui le montrent. Quand vous privez un animal de sommeil pendant quelques jours, voire quelques semaines, l'animal va décéder. Et quand on cherche les raisons de son décès, alors qu'il a continué à s'alimenter, on se rend compte que c'est un animal qui n'est plus capable de réguler ses fonctions physiologiques vitales et que donc il a un manque de régulation, notamment de sa température interne. Il va être beaucoup plus sensible aux infections et donc il va mourir de cette privation de sommeil. Donc on n'a pas trouvé de jeunes sujets qui souhaiteraient participer à ce type de recherche pour savoir combien de temps il faudrait pour en arriver là chez l'homme. Mais en tout cas, il y a des volontaires qui l'ont fait pour pouvoir s'inscrire dans le Guinness Book des records. Et on a un jeune Britannique qui l'a fait et il est resté 11 jours consécutifs sans dormir. Donc il a été aidé pour accomplir ce record parce que vous ne pouvez pas de vous-même vous stimuler suffisamment pour rester 11 jours réveillé. Donc il avait toute une équipe derrière lui pour maintenir réveillé, mais en tout cas au bout de 11 jours, il a demandé à ce qu'on arrête cette expérimentation. Il est rentré dans le Guinness Book des records et je crois que quelques années après, il s'est fait battre par quelqu'un qui est resté éveillé que quelques heures de plus que lui. Donc c'est quand même beaucoup de souffrance pour pas grand-chose, mais en tout cas, il nous a permis d'apprendre pas mal de choses sur les rôles du sommeil. Ce qui était intéressant, c'est que chez ce jeune homme, quand il a fini son expérience, il est allé se coucher et en fait, pendant 3 jours, il a dormi plus longtemps que d'habitude, mais il n'a pas dormi 3 jours consécutifs. Il a fait des grosses nuits d'environ 15 heures, et au bout de 3 grosses nuits de 15 heures, son rythme est revenu à la normale et il a pu repartir sur son activité habituelle. Donc ça veut dire que le sommeil est vital, mais que c'est quand même un phénomène qui a une certaine adaptation, on va dire, chez l'humain. Donc, avant de vous parler d'apprentissage, simplement pour vous dire que le sommeil va évoluer de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Je vais vous parler d'un rythme de sommeil, un rythme circadien. On a un noyau cérébral qui va nous donner ce rythme-là, mais ce rythme d'alternance éveil-sommeil tel que vous le connaissez à l'âge adulte, on ne le voit pas apparaître tout de suite chez le nouveau-né. Pourquoi ? Parce que tous les animaux qui vont naître immatures vont dormir énormément pendant les premiers mois de leur vie pour finir leur maturation. Donc ce que vous voyez ici, c'est que dans la première année de vie, un petit homme va pouvoir dormir jusqu'à 17 heures par 24 et en fait il a un sommeil qu'on appelle polyphasique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il dort aussi bien le jour que la nuit. En fait il va faire des périodes de sommeil, des périodes d'éveil, des périodes de sommeil, des périodes d'éveil. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait son rythme alimentaire est très fort et va prendre le dessus sur le rythme éveil-sommeil que l'on connaît chez l'adulte.
L'enfant qui va rentrer en maternelle va avoir encore un besoin de sommeil important, mais ça commence à se réduire. On estime que les besoins physiologiques des enfants entre 3 et 5 ans se situent entre 10 à 13 heures, et on parle encore de volume par 24 heures, parce qu'à cet âge-là, il y a encore une période de sieste en début d'après-midi, donc la sieste de 13h30, et je vais vous montrer que cette sieste, c'est un besoin physiologique. Et même adulte, vous gardez un marqueur de ce besoin de sommeil en début d'après-midi. Vous l'avez tous, ça vous fait sourire, donc vous l'avez tous expérimenté. C'est vrai qu'en début d'après-midi, c'est pas là où on est le plus vigilant en cours, on le sait bien, parce que justement, je vais vous le montrer, on a encore ce marqueur-là chez nous. Et donc après ça, le sommeil va se réduire, va être exclusivement un sommeil de nuit, et on estime que chez l'adulte, le volume moyen de sommeil, c'est entre 7 et 9 heures par nuit. Et je parle bien d'un sommeil nocturne, je vais vous l'expliquer, nous sommes des animaux actifs la journée et programmés pour dormir la nuit. Et de fait, le fait de travailler la nuit, ce n'est pas encore quelque chose qui est physiologiquement admis par l'homme, parce qu'on n'a pas muté en l'espace de 150 ans pour pouvoir changer ce rythme-là. Je dis 150 ans parce qu'en fait, on travaille la nuit depuis l'invention de l'électricité et de la lumière. Il faut savoir que génétiquement, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan, et que nous sommes encore des animaux diurnes, même si on grignote de ce temps pour faire plein d'autres choses en soirée. Donc le sommeil, il va être guidé par 2 processus. Le premier processus, c'est ce qu'on appelle le processus circadien. Le processus circadien, c'est un donneur de temps qui va nous donner des fenêtres principales pour nous permettre d'être actifs, et des fenêtres principales pour permettre d'être endormis. Et le deuxième processus, c'est le processus homéostasique ou homéostatique, vous avez les 2 noms dans la littérature. Je vais vous l'expliquer comme un espèce de sablier qui va lier en fait notre temps passé éveillé au sommeil qui va survenir par la suite. Donc je parle un tout petit peu de neurosciences, parce que c'est la découverte de ces noyaux cérébraux qui nous ont fait comprendre ce qu'était le sommeil. Et pour ce processus circadien, circa ça veut dire environ, dien c'est pour dies, ça veut dire que c'est un rythme qui tourne en 24 heures. Et en fait, on a un noyau cérébral qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, qui est cette horloge interne qui fait que nous avons plein de rythmes physiologiques qui sont des rythmes circadiens, c'est-à-dire qui se reproduisent toutes les 24 heures. La courbe que vous voyez ici, c'est la courbe de la température corporelle. Notre température interne, elle varie, et sa variation est très reproductible 24 heures après 24. Là, vous avez une courbe sur 48 heures, et vous voyez que la température corporelle est la plus haute en fin de journée, puis après ça, elle diminue, et elle va être la plus basse vers 2-3 heures du matin, et après ça, votre température spontanément va remonter pour atteindre un nouveau pic juste avant le repas, fin de matinée, et redescendre spontanément en début d'après-midi, puis remonter à nouveau. Il faut savoir que nous sommes programmés pour dormir sur les pentes descendantes de notre température interne. Ça veut dire à 2 moments préférentiels, la nuit, et notamment avant 2-3 heures du matin, et en début d'après-midi. Donc vous voyez que même adulte, on garde ce marqueur de sommeil de début d'après-midi, un marqueur de sommeil qui se transforme vraiment en nécessité de dormir pour les plus petits, mais qui pour nous pourrait être une période propice pour récupérer si toutefois vous en aviez besoin. Cette température qui baisse en début d'après-midi n'est pas induite par la prise du repas. Souvent, on dit que c'est parce qu'on a mangé qu'on va se trouver moins vigilant. La température que je vous montre ici, elle est prise chez des sujets qui sont sous perfusion et donc qui sont alimentés en continu et qui n'ont pas de prise alimentaire. Bien entendu, si vous consommez un repas lourd, un peu alcoolisé, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie pour pouvoir assumer cette quantité glucidique, et donc vous allez puiser dans votre énergie, et comme c'est un moment où l'énergie est déjà faible, vous allez sentir encore plus l'envie de dormir. Mais cette baisse de température, elle est physiologique, elle est guidée par ce noyau suprachiasmatique. Ce noyau suprachiasmatique, si on le laissait en libre cours, c'est-à-dire que si on le laissait aller à son propre rythme, il ne serait pas précisément de 24 heures. Le 24 heures, c'est le temps pour notre planète pour faire un tour sur son propre axe. Notre horloge biologique, elle tourne à peu près en 24 heures, mais elle va avoir la possibilité de se recaler tous les jours
pour être précisément synchronisé avec l'apparition du soleil qui, lui, va venir systématiquement toutes les 24 heures. Et comment est-ce que ça se passe? Tout simplement parce que ce noyau suprachiasmatique, comme son nom l'indique, il est sur les voies visuelles, sur le chiasma visuel, et il va donc être informé de la présence de lumière. Et cette présence de lumière va vous permettre de recaler votre noyau pour que vous ayez un rythme qui soit précisément en 24 heures. Et vous ne vous recalez pas avec n'importe quelle lumière, vous vous recalez avec votre lumière naturelle, c'est-à-dire la lumière du soleil, puisque logiquement, c'était le seul élément lumineux qui nous permettait d'être recalés. C'est ce qu'on appelle la lumière bleue. C'est une longueur d'onde, c'est 450 nanomètres, et c'est cette longueur d'onde qui précisément va venir activer ces noyaux suprachiasmatiques pour leur donner un tempo. Sauf que vous savez qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas que le soleil qui donne de la lumière bleue, mais il y a également tous les écrans que l'on utilise. Tous les écrans qui vont utiliser des LED pour produire de la luminance, c'est des dispositifs qui utilisent cette longueur d'onde, et donc c'est des dispositifs qui viennent leurrer votre noyau suprachiasmatique. C'est pour ça qu'on dit qu'être exposé à de la lumière bleue en soirée, ça va venir dérégler votre noyau suprachiasmatique. Pour quelle raison? Parce que lui, il va se dire, tiens, c'est marrant, il fait toujours jour, donc je me recale sur cette présence de lumière, et donc il va décaler votre rythme. Et pourquoi il décale votre rythme? Parce qu'en fait, il informe un petit noyau qui se trouve ici, qui s'appelle la glande pinéale, qui sécrète cette fameuse mélatonine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mélatonine. Là, au changement d'heure, vous allez voir, les pharmaciens vont commencer à beaucoup nous parler de mélatonine, parce que c'est une hormone qui va nous permettre de recaler nos rythmes, en fait. Et donc, quand il y a de la lumière bleue, le noyau suprachiasmatique dit à la glande pinéale de stopper sa sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine, c'est un donneur de temps pour l'activité de sommeil. Quand on commence à produire de la mélatonine, c'est un indicateur du sommeil qui arrive. Logiquement, moindre lumière, vous commencez à sécréter de la mélatonine, ça veut dire que vous avez votre cadre temporel pour pouvoir dormir. C'est pour ça qu'en hiver, quand il fait nuit plus tôt, vous allez avoir la sensation d'avoir sommeil plus tôt, parce que ce noyau suprachiasmatique se recale à ce nouveau rythme. J'ai oublié de le dire, mais s'il y a des questions dans la salle ou dans le chat, je peux les prendre au fur et à mesure si vous préférez. Puisque tu t'arrêtes, on peut peut-être essayer de changer un petit peu la base de ton... Je vous en prie. Ça frotte? Là? Donc je le remets? Je suis désolée, ça vous fait plein de bruit bizarre. Je le laisse là. Je le laisse là. Donc ça, c'est le premier processus, donc ce processus qu'on appelle le processus circadien. Il y a un deuxième processus qui va guider justement ce besoin de sommeil et ce temps de sommeil, c'est ce qu'on appelle le processus homéostasique. Alors, le processus homéostasique, moi j'aime bien l'expliquer comme un sablier. On va imaginer que vous avez l'occasion de dormir le temps de sommeil que vous désirez et vous vous réveillez spontanément le matin. Admettons que ce soit 7 heures du matin. Vu l'âge des personnes dans la salle, j'imagine que spontanément, ce ne serait pas 7 heures du matin, mais pour mon exemple, on va prendre 7 heures du matin. Vous avez assez dormi, il n'y a pas de réveil matin, vous arrêtez de dormir, puisqu'à un moment donné, on arrête de dormir, ça va de soi. Et bien, à ce moment-là, on estime que ce sablier est complètement vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre pression de sommeil est nulle. Vous ne pouvez pas dormir plus quand vous avez suffisamment dormi. Et plus vous allez passer du temps éveillé, plus vous allez remplir ce sablier, plus vous allez augmenter votre pression de sommeil. Et arrive un moment, ce sablier va être plein, la pression de sommeil va être telle qu'il s'agira de votre horaire pour aller vous coucher. Alors, ce n'est pas exactement le même horaire chez chacun d'entre nous, mais on va dire que chez l'homme, en moyenne, vers 22h30, 23h30, on a un sablier qui est suffisamment plein et on a la possibilité de s'endormir. Et lorsque l'on dort, on va vider ce sablier, on va diminuer cette pression homéostasique et spontanément arrive un moment où vous n'aurez plus sommeil. Ce sablier, à l'heure actuelle, on essaye encore de comprendre ce phénomène-là, mais en tout cas, on s'est rendu compte que vos neurones, quand ils s'activent pendant votre période d'éveil, ils vont consommer du sucre
et du glucose. Et quand ils consomment du sucre et du glucose, c'est la fameuse ATP de vos cours de bio, et ben vous allez sécréter un déchet lié à cette combustion d'énergie. Et ce déchet, c'est le A de ATP, c'est l'adénosine. Et cette adénosine, vous allez quelque part le stocker dans l'espace interneuronal. Et quand vous êtes éveillé, vous allez stocker ce déchet. Et en fait, cette adénosine, c'est comme si vous étiez en train de sécréter votre propre somnifère. Et arrive un moment, le niveau d'adénosine est tellement haut, la pression est forte, et vous allez devoir dormir. Et à l'heure actuelle, on a des très beaux travaux qui nous montrent que pendant le sommeil, et notamment pendant le sommeil profond, votre cerveau fait son ménage, c'est-à-dire qu'il va venir nettoyer ce déchet. Donc j'aime bien dire aux personnes qui ne dorment pas assez qu'au final, si vous n'avez pas suffisamment vidé votre sablier, c'est comme si vous partiez en cours avec des sacs poubelles et qu'il faut attendre le soir suivant pour venir nettoyer vos déchets. Donc plus vous accumulez de déchets, moins vous récupérez et plus vous serez rapidement dans une situation de pression forte de sommeil. Ça va pour cette notion-là ? Très bien. Et bien, chez l'enfant, le besoin de sieste va être à la fois lié à ce processus circadien et à la fois lié à ce processus homéostasique, dans le sens où la baisse de température corporelle qu'on a vue tout à l'heure avec le processus circadien et le fait qu'ils aient déjà un sablier qui s'est bien rempli va donner à ces enfants le besoin de dormir. Et quand ils vont dormir, ils vont vider un petit peu de cette pression et de fait, ils vont être beaucoup plus disponibles pour les apprentissages de l'après-midi. Donc la sieste, c'est véritablement un besoin physiologique. Et c'est un besoin qui ne s'arrête pas du jour au lendemain. On n'a pas une date pour dire tous les enfants en moyenne section, au mois de décembre, ils n'ont plus besoin de faire la sieste, ils sont assez grands. Non, ça c'est l'étude de 2 suivis de cohortes qui vous montrent là l'âge des enfants en mois, donc de 0 à 6 ans. Et la proportion de ces enfants qui font encore la sieste. Et en fait, vous voyez que la réduction de sieste, elle se fait de manière très progressive, en lien direct avec l'âge. Et donc, ça veut dire que dans une classe de maternelle, en décembre, je ne sais plus quel exemple j'ai dit, décembre ou février, vous avez des enfants qui parfois ont plus de 8 mois de différence. Et donc, vous avez des besoins qui sont complètement différents chez ces enfants. Donc, je pense qu'il y a des futurs enseignants ou enseignants qui nous écoutent. Mais il faut vraiment savoir que ce n'est pas que pour les petites sections que ce temps de sommeil est nécessaire, mais c'est aussi pour les moyennes sections de manière très individualisée. Il n'est pas question de mettre tout le monde à la sieste parce qu'il y en a qui n'en ont plus besoin, mais il y en a qui en ont encore besoin. Et on a parfois même des enfants, vous le voyez ici, à 6 ans, vous avez encore 10% des enfants qui ont encore besoin de faire la sieste. 10%, ça veut dire qu'il y en a généralement un dans des écoles suffisamment grandes. Donc ça veut dire qu'on peut encore avoir un enfant qui a ce besoin physiologique. Et ça veut dire que si on ne respecte pas ce besoin physiologique, on va avoir des enfants qui ne sont pas disponibles pour les apprentissages. Vous l'avez tous vécu, quand vous êtes dans un amphi et que vous commencez à avoir la tête un peu lourde, je suis persuadée que vous n'êtes pas en train de capter la plupart des informations qu'on est en train de vous donner. C'est exactement la même chose pour un enfant. Et je vais vous montrer que chez l'enfant, le manque de sommeil se traduit plutôt par un comportement hyperactif plutôt que par un comportement de somnolence. Donc on a plusieurs données à l'heure actuelle qui nous expliquent à quoi ça sert de dormir. Dormir, ça ne sert pas uniquement à se reposer. Dormir, c'est véritablement se préparer à être actif pendant la journée qui va suivre. Donc chez l'enfant, dormir, ça va lui permettre de continuer à grandir. Comme je vous l'avais dit, l'enfant n'est pas mature, donc il va continuer à se servir de son sommeil pour maturer. Et notamment, il va sécréter de l'hormone de croissance à la fois le jour et la nuit. On a des études qui montrent que les enfants qui présentent des troubles du sommeil ont des ruptures dans leur courbe de croissance, et notamment des enfants qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. On peut voir chez ces enfants une rupture dans leur courbe de croissance tant que ce syndrome n'a pas été soigné. Donc comme je vous l'ai dit, pendant le sommeil, on va éliminer les toxines, notamment celles qui vont être produites par l'activité cérébrale. Il y a énormément de données qui se font chez les sujets vieillissants pour voir le lien entre la plaque sénile et le sommeil. Et il y a des travaux qui essayent de voir si le manque de sommeil ne serait pas un aspect qui va précipiter la survenue de maladies neurodégénératives chez les personnes âgées. Le sommeil, ça nous permet également de réguler notre métabolisme glucidique.
on a de très belles données épidémiologiques qui montrent que dans les sociétés modernes, le manque de sommeil est fortement lié avec la prise de poids, et notamment l'obésité et le diabète de type 2. Donc dormir de manière insuffisante va générer des changements dans ce métabolisme glucidique. Donc j'essaie de vous le faire rapidement, mais en fait, il y a 2 hormones qui sont extrêmement importantes pour ce métabolisme glucidique. Il y a une hormone qui s'appelle la leptine. La leptine, c'est votre hormone de satiété. C'est un peu un coupe-faim. Et il y a une autre hormone qui s'appelle la gréline. La gréline, c'est une hormone qui vous donne envie de manger. Je ne parle pas de besoin, je parle d'envie de manger. La gréline, elle vous donne envie de manger des choses à forte valeur énergétique. D'accord ? Le chocolat, la charcuterie, toutes les publicités qui passent le soir, là, quand vous êtes bien dans cette sensation-là, elles tablent exactement cette envie que vous avez. Et en fait, il y a des jolis travaux qui ont été faits par Karine Spiegel, qui est une collègue lyonnaise, qui montrent que quand vous prenez des jeunes gens qui dorment bien et que vous les mettez 2 nuits en privation de sommeil, c'est-à-dire que vous les laissez dormir que 4 heures pendant chacune de ces 2 nuits, ce n'est pas énorme comme privation 2 jours, et vous regardez justement le taux de sécrétion de ces 2 hormones, vous vous rendez compte que les sécrétions s'inversent et qu'en manque de sommeil, vous sécrétez beaucoup plus de gréline que lorsque vous avez suffisamment dormi, et moins de leptine. Donc la conséquence de ça, c'est qu'en fait, quand vous dormez moins, vous augmentez votre sensation de faim. Même si on vous nourrit normalement, vous allez avoir envie de manger plus. Et là, vous ne vous jetez pas sur le brocoli généralement. Vous allez vous jeter sur des choses à forte valence énergétique, sucre, graisse, etc. Et on pense que c'est un des éléments qui peut faire jouer en faveur de ce lien entre manque de sommeil et prise de poids. Le sommeil est aussi très important pour la régénération de l'ensemble des tissus. Par exemple, votre peau, vous avez des cellules qui vont se régénérer et il faut savoir que pendant la nuit, vous allez régénérer vos tissus pour qu'ils puissent affronter de nouveau la journée qui va suivre. On parle d'homéostasie prédictive, vous préparez votre corps à subir quelque part les agressions d'une activité diurne. Et enfin, on n'en a pas beaucoup parlé alors qu'on est tous devenus des spécialistes en virologie, le sommeil, c'est extrêmement important pour stimuler les défenses immunitaires. On a montré que l'efficacité de notre système immunitaire, nos globules blancs, nos anticorps, va être portée par le temps de sommeil. Quand on est en manque de sommeil, on va être plus sensible à des attaques de virus que lorsque l'on affronte ces virus en ayant suffisamment dormi, parce que quelque part, votre armée de protection, vos leucocytes ne sont pas suffisamment affûtés pour vous permettre de réguler cela. Il y a des très belles expériences qui sont faites où on prend des volontaires et on leur inocule le virus du rhume à tous. Et après ça, on les partage en 2 groupes de manière aléatoire. Une moitié de ce groupe va pouvoir dormir autant de temps qu'il le souhaite pendant 1 semaine. Et l'autre moitié de groupe, on réduit d'1 heure chaque nuit pendant 1 semaine leur temps de sommeil. Et on regarde au bout d'1 semaine combien ont déclaré des symptômes de rhume. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui n'ont pas réussi à lutter contre le virus dans le groupe qui a été en privation de sommeil. 4 fois plus de personnes qui sont atteintes du rhume dans la condition en manque de sommeil. Le sommeil il est aussi extrêmement important pour la maturation de votre système nerveux central. Vous savez que votre cerveau, c'est l'organe qui va maturer le plus lentement dans votre évolution et on estime que le cerveau il a fini de maturer aux alentours de 25 ans et que la partie du cerveau qui va maturer le plus tard, c'est votre lobe frontal. Alors, le lobe frontal, quand on est enseignant, on aime bien quand il mature, parce que ce lobe frontal, c'est celui qui va permettre à l'enfant d'être adapté. Adapté émotionnellement, adapté comportementalement et adapté aussi du point de vue cognitif. C'est ce lobe frontal qui va nous permettre la résolution de problèmes en mathématiques, la planification de tâches, etc. Et donc, ce lobe frontal arrive à maturation à 25 ans. C'est celui qui va maturer le plus tard. Et en fait, ce que je vous représente ici, c'est des têtes vues d'en dessus avec le nez qui pointe vers le haut. Vous avez différents groupes d'âge, de 2 à 5 ans jusqu'à 17 à 20 ans. Et ce que je représente ici en rouge, c'est l'importance du sommeil profond. C'est les ondes lentes de votre sommeil profond. Votre nuit, elle est faite de sommeil léger, de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Et en fait, on s'est rendu compte que l'endroit où vous faites le plus d'ondes lentes
va changer au fur et à mesure de votre maturation. Quand on est enfant, on va faire énormément d'ondes lentes à l'arrière de notre cerveau et progressivement, ces ondes lentes vont se faire plutôt à l'avant du cerveau. Et en fait, ce phénomène reflète le phénomène de corticogénèse, c'est-à-dire la construction du cortex cérébral. C'est pendant ce sommeil à ondes lentes que la corticogénèse va se produire. C'est pour cette raison que lorsque l'on prive des enfants de sommeil, et notamment après l'âge de 7 ans, quand ce cortex frontal est en train de se construire, on va avoir des troubles du contrôle comportemental et du contrôle émotionnel. Et l'image que je vous montre ici, c'est l'exemple typique d'une enfant en manque de sommeil. On va avoir des enfants qui vont avoir des difficultés à contrôler leurs émotions et le lien est très fort entre ce cortex frontal et le manque de sommeil. Il faut savoir que les enfants qui dorment de manière insuffisante vont avoir plus de symptômes d'hyperactivité. Il y a des publications qui montrent que dans les diagnostics de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, il y a des enfants qui ont été mal diagnostiqués et que parmi eux, il y a certains enfants qui présentent des troubles du sommeil et que la prise en charge de leurs troubles du sommeil est suffisante pour stopper les symptômes d'hyperactivité. Donc il y a des hyperactifs indépendamment de leur sommeil qui sont hyperactifs, mais il y a des enfants qui sont, on va dire, mal diagnostiqués, puisque là, il s'agit d'un trouble premier du sommeil. Il y a j'ai pas mis mon minuteur. 36. Il y a de nombreux travaux qui montrent le lien entre le bien dormir et le bien-être. Il y a une très belle étude qui a été faite sur une cohorte de jeunes enfants, donc ils avaient 6 ans, à qui, au Japon, il leur permettait de faire la sieste en début d'après-midi. Et ils ont comparé, donc c'est des milliers d'enfants qu'ils ont comparé, entre ceux qui faisaient la sieste et ceux qui ne faisaient pas la sieste. Et ils se sont rendus compte que les enfants qui faisaient la sieste avaient un QI verbal plus haut, avaient coté plus haut leurs échelles de bien-être social, et c'est des enfants également qui avaient plus de facilité à contrôler leur comportement. Les deux derniers éléments, je vais m'attarder surtout là-dessus. Il y a un lien très fort entre temps de sommeil et performance académique. Alors c'est faux, ce n'est pas temps de sommeil, c'est le fait de respecter son besoin de sommeil et les performances académiques. Il y a des travaux de suivi de cohorte, notamment les travaux qui ont été faits par Evelyne Touchette, qui ont montré qu'en fait, le temps de sommeil des enfants à 3 ans était prédictif de leur capacité, de leurs compétences académiques à 6 ans. Les enfants qui, à 3 ans, n'avaient pas le volume de sommeil escompté étaient des enfants qui, à 6 ans, allaient performer moins bien dans les tests académiques qui leur étaient proposés. Et je pense que vous êtes tous au fait que fatigué, on apprend moins. Fatigué, on est moins réceptif aux apprentissages. Mais je vais vous montrer qu'en fait, le sommeil ne sert pas que à ça. Même si vous avez été extrêmement attentif dans la journée, il y a de fortes chances que vous ayez assimilé un plus grand nombre d'informations, mais en fait, le sommeil qui arrive après vos apprentissages va être essentiel pour vous permettre de consolider ce que vous avez appris. Donc, je vais vous présenter juste quelques travaux, il y en a beaucoup dans ce domaine-là, mais juste quelques travaux qui vont illustrer cette partie-là. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Williams et collaborateurs, qui a été faite en maternelle chez des enfants de 3 ans. Ils les ont mis dans 2 situations expérimentales. Une première situation expérimentale où, juste en début d'après-midi, on proposait aux enfants la lecture d'une histoire que l'on allait relire 3 fois. Et cette histoire contenait des nouveaux mots, du nouveau vocabulaire. Autre condition, ces mêmes enfants, en début d'après-midi, on leur a lu 3 histoires différentes, mais il y avait la même quantité de nouveaux mots dans ces histoires différentes. Et après ça, ces enfants, on a eu une moitié d'échantillons qui étaient des siesteurs, donc ont eu l'opportunité de dormir juste après ces lectures, et les enfants qui n'étaient pas siesteurs, ou alors à qui on ne permettait pas de faire la sieste, qui sont restés éveillés après ça. Et en fait, on a réinterrogé ces enfants sur leur mémorisation de ces mots de vocabulaire juste après la sieste, donc 2h30 après la lecture, 24 heures plus tard, donc ils ont eu du sommeil de nuit, puis 7 jours plus tard. Et regardez les résultats. Et bien, vous avez un résultat qui est relativement facile à comprendre,
quand on lit 3 fois la même histoire, on mémorise mieux le vocabulaire que quand il s'agit de 3 histoires différentes. Mais vous voyez que dans les 2 conditions, le fait d'avoir fait une sieste augmente significativement le nombre de mots retenus. Et les enfants à qui on a lu 3 histoires différentes, le fait de leur avoir fait une sieste, ils sont aussi forts que les enfants qui ont eu le bénéfice d'avoir 3 fois la même lecture, mais pas dormir. Ici, vous voyez que les enfants augmentent leur performance quasiment dans tous les groupes parce qu'elles sommeillent de nuit. Donc la nuit qui suit va leur permettre d'augmenter leur performance. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple ici, ils augmentent leur performance grâce à leur sommeil de nuit, mais 7 jours après, ils redescendent, alors que les enfants qui ont dormi juste après leur apprentissage maintiennent leur performance. Donc ce qui est important, c'est le sommeil qui arrive rapidement après les apprentissages. Je vous parlerai des révisions du soir dans une autre expérience. Ça, c'est un autre test qui a été proposé encore une fois à là, c'était des jeunes adultes. On leur a présenté un test de trigramme, c'est-à-dire qu'on vous donne 3 mots, et de ces 3 mots, vous devez trouver un mot qui fait du lien avec les 3 qu'on vous a présentés. Donc, par exemple, si je vous dis stylo, poids et oiseau, est-ce qu'il y a un mot qui pourrait faire du lien avec ces 3-là? Plume. Parce qu'un stylo plume, un poids plume et la plume de l'oiseau. Donc c'est le type de test que l'on propose à ces participants. Et en fait, on leur fait faire plein de trigrammes de cette manière-là. Et après, on leur propose soit de faire la sieste, soit de rester éveillés. Et en fait, on regarde combien de trigrammes après la sieste ils réussissent à trouver alors qu'ils ne les avaient pas trouvés avant de dormir. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion-là. En anglais, on appelle ça l'insight. En français, c'est un mot extrêmement compliqué, mais pour faire simple, c'est le eureka. Ça vous arrive peut-être, quand vous dormez, de vous dire « Ah, ça y est, je crois que j'ai la solution ». C'est un peu ces tests-là qui mesurent ça. Et vous voyez qu'en fait, le fait d'avoir dormi et fait la sieste augmente les performances, et notamment quand vous êtes allé jusqu'à du sommeil paradoxal pendant votre sieste. Une autre étude qui va dans ce sens-là, donc ça c'est une étude qui a fait beaucoup parler d'elle, elle a été publiée dans Nature, ils ont proposé une tâche de résolution de nombres, de réduction de nombres. Donc je vous explique la tâche, elle est un petit peu difficile à comprendre, mais là vous devez être dans le haut de votre température corporelle, donc logiquement ça devrait se passer correctement. Donc en fait, on a des séries de chiffres qui sont proposés au sujet, et de ces séries de chiffres, le sujet va devoir en déduire une clé, c'est-à-dire une nouvelle série de chiffres, et son test, c'est d'aller le plus vite possible pour trouver cette nouvelle série de chiffres, puisque quand il arrivera à remplir cette dernière case, le test prendra fin. Donc on lui donne la règle suivante. Il ne peut y avoir que des 1, que des 4 et que des 9 dans la série de chiffres. Quand on vous présente un chiffre, vous allez le comparer avec le chiffre qui arrive juste après ou celui que vous avez trouvé. Dans ce cas, vous avez le chiffre 1, puis de nouveau le chiffre 1. Si ces 2 chiffres sont similaires, votre clé, c'est ce même chiffre. Donc 1, 1, très rapidement, vous devez cliquer sur le 1 pour indiquer votre réponse. Puis on vous présente un autre chiffre, on vous présente le 4. Donc vous comparez votre réponse à ce nouveau chiffre, ils ne sont pas pareils. Dans ce cas-là, le chiffre que vous devez inscrire, c'est le 3e chiffre possible. Donc là, on vous dit 1, 4, votre solution, c'est le 9. Ce 9, vous le comparez au 4. 9, 4, ils ne sont pas pareils. Votre solution, c'est le 3e chiffre possible, c'est le 1. J'essaye de voir si vous y êtes ou pas. Donc du coup, le 1, on vous présente le 9, vous devez me dire 4. 4, je vous présente le 4, vous devez me dire 4. Le 4, je vous présente le 9, vous devez me dire 1. Le 1, je vous présente le 4, 9. Donc très vite, vous allez inscrire 9 dans cette case, le test s'arrête. Et en fait, on vous fait faire plusieurs fois cet essai pour essayer de vous faire aller le plus vite possible. Donc quand vous avez compris l'astuce, vous allez augmenter vos capacités, puis vous allez mettre de moins en moins de temps, mais arrive un moment où vous allez stagner, c'est-à-dire que votre vitesse cognitive, votre vitesse de traitement et votre vitesse motrice resteront systématiquement dans cet effet plafond, et vous allez plafonner dans cette performance. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, ce dernier chiffre, c'est toujours le même que le 2e que vous aviez trouvé. C'est une règle cachée. Si vous arrivez à déduire cette règle,
Ça veut dire que vous allez uniquement écrire 1, 9 et vous reportez le 9 à la fin, le test est terminé. Et donc, d'un point de vue comportemental, on se rend compte très facilement des gens qui ont réussi à extraire cette règle cachée. Ça va pour cette consigne? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait faire plusieurs blocs au sujet et ils ont 3 conditions expérimentales. Soit ces blocs se sont faits en fin de journée, puis une fois que les blocs ont été faits, les sujets sont allés se coucher et on leur a refait faire de nouveau des blocs le lendemain. Soit ils ont fait ces 3 blocs le soir, ils sont restés éveillés toute la nuit, mais en tout cas, ça veut dire que ça a été fait au même horaire, d'accord, que la condition précédente. Là, ils n'ont pas le bénéfice du sommeil, et on les reteste le lendemain. Et une 3e condition où ils ont fait leurs 3 blocs le matin, ils sont restés éveillés dans la journée, et on leur a refait faire les 10 blocs. Ce qui a été fait, c'est qu'en fait, on a gardé les performances, enfin, les auteurs ont gardé les performances uniquement des sujets qui, après les 3 blocs, n'avaient pas réussi à avoir cette règle cachée. D'accord ? Donc, quand ils ont fini leurs premiers essais, leurs premiers 3 blocs, ils n'avaient pas eu cet insight, ils n'avaient pas eu la révélation de cette règle cachée. Et du coup, on a comparé leurs performances à ces 3 blocs, à ces 10 blocs, pardon, dans les 3 conditions. Et les résultats sont les suivants. Vous avez ici les personnes qui sont restées éveillées entre le temps des 3 premiers blocs et les 10 suivants dans la journée, ceux qui sont restés éveillés dans la nuit, et vous avez le groupe qui a dormi. Dans le groupe qui a dormi, vous avez à peu près 60% des personnes qui, après leur nuit de sommeil, pendant les 10 nouveaux blocs, réussissent à trouver cette règle cachée, alors qu'on est à un peu plus de 20% dans les 2 autres conditions. Donc ça veut bien dire que le fait d'avoir dormi leur a permis d'accéder à cette règle cachée. Alors après, comme c'est Nature, je pense que les reviewers leur ont demandé 2 conditions contrôle où en fait, ils ont refait à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas eu ces 3 blocs. Et ils ont refait uniquement 10 blocs, soit le matin quand vous êtes frais et dispo et que vous venez de bien dormir, soit le soir après une journée passée éveillée. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas d'effet. Donc c'est le fait d'avoir dormi sur un apprentissage qui permet cette augmentation d'insight. Et là, je vous présente une étude qu'on a fait avec des collègues où on s'est attardé à un protocole d'économie au réapprentissage. Donc, économie au réapprentissage à la Ebbinghaus, en fait. Donc, Ebbinghaus avait très bien montré que lorsque vous apprenez une première fois, vous allez fournir un certain effort pour réussir à performer et que quand vous allez réapprendre une deuxième fois, ça va être beaucoup plus facile pour atteindre ce niveau de performance. C'est ce qu'on appelle l'économie au réapprentissage. Plus vous réapprenez du même matériel, moins vous allez faire d'efforts pour arriver à un niveau de performance. Donc, on a proposé à nos sujets d'apprendre du nouveau vocabulaire. Donc, on leur a proposé du vocabulaire en swahili. Donc, c'est une langue africaine. On a choisi le swahili. Pourquoi ? Parce que les mots en swahili sont relativement proches de la construction des mots français et qu'on avait très peu de chances de trouver des personnes bilingues en swahili dans notre échantillon. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première session d'apprentissage. Donc, les sujets devaient mémoriser toute une liste de mots en swahili. Donc, on mettait le mot en français et le mot en swahili et on leur présentait autant de fois que nécessaire ces paires de mots jusqu'à ce qu'ils arrivent à 100% de rétention. Donc, Farasi, ça veut dire cheval, Nyota, ça veut dire souris, et donc on leur faisait voir autant de fois pour arriver à 100%, et on a compté le nombre d'essais qu'ils avaient eu besoin pour réussir à mémoriser cette liste de mots. Et après ça, on a laissé 12 heures, soit 12 heures d'éveil parce que cet apprentissage s'était fait le matin et on a retesté les personnes le soir, soit 12 heures avec une période de sommeil puisqu'ils apprenaient le soir et ils étaient retestés le matin. Et le retest, en fait, c'est un réapprentissage, c'est-à-dire que le soir, vous étiez arrivé à 100% de bonnes réponses, et bien, au moment du réapprentissage, je vous représente ces mots, et vous n'allez pas tous les avoir retenus, mais je vais vous dire, ok, pas de problème, vous allez les réapprendre et je vais de nouveau compter combien de fois il vous faut pour arriver à 100%. Et donc, je vais mesurer votre économie au réapprentissage. Je m'attends à ce qu'il vous faille moins d'essais au réapprentissage que ce qu'il ne vous avait fallu
lors du premier apprentissage. Et donc, c'est les résultats que vous voyez ici dans nos deux populations. Donc, on avait 20 sujets qui ont été dans la condition nuit. Ça veut dire qu'ils ont appris le soir, ils ont dormi, leur a fait réapprendre le lendemain. Et le groupe jour, ils ont appris le matin, ils sont restés éveillés et ils ont réappris le soir. Ce que vous voyez ici, c'est donc les personnes qui arrivent à 100% de bonnes réponses, le nombre d'essais qu'il leur faut pour que toute la population testée arrive à 100%. Dans le groupe sommeil, le lendemain au réapprentissage, au bout de 5 essais, tout le monde avait 100% réappris. Donc il leur a fallu 5 essais pour réapprendre. Ceux qui sont restés éveillés, il leur a fallu 8 essais pour avoir tous réappris. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a 15 personnes sur les 20 de ce groupe-là qui étaient encore en train de revoir les listes, alors que dans le groupe sommeil, c'était déjà terminé, ils étaient déjà arrivés à 100%. Donc ça veut dire que le fait d'avoir dormi permet une économie au réapprentissage. Vous partez avec des performances plus fortes une fois que vous avez dormi que lorsque vous étiez resté éveillé. Donc ça, en fait, on n'a fait que reproduire ce qu'il y avait déjà dans la littérature, mais ce qu'on a fait, c'est qu'après, on a retesté à distance nos sujets. C'est-à-dire qu'en fait, on les a retestés 7 jours plus tard, on ne leur a pas reparlé de mots swahili, et on les a retestés 6 mois plus tard. Et en fait, si vous m'avez bien suivi, on est d'accord que quand on est dans cette période de réapprentissage, tout le monde est remonté à 100%. D'accord ? Même ceux qui sont restés éveillés, ils ont revu plusieurs fois les mots pour arriver à 100%. Logiquement, il y a une théorie qui s'appelle la difficulté désirable, qui est une théorie qui dit que plus vous passez du temps à apprendre, plus il y a de chances que vous reteniez à long terme. D'accord ? Donc eux, on se disait, il leur a fallu 8 essais pour réapprendre, ils sont arrivés à 100%, vu l'effort qu'ils ont produit, ils risquent d'être meilleurs que le groupe sommeil. Et en fait, pas du tout. 7 jours après le groupe sommeil, ils étaient à 100% de rétention. On ne les a pas prévenus du fait qu'on allait les retester, donc ils ne se sont pas réentraînés, alors que le groupe qui était resté éveillé était en deçà de ces performances-là. Mais surtout, 6 mois plus tard, on revoit encore une différence significative entre les deux groupes. Donc ça veut bien dire que la meilleure des solutions, c'est d'apprendre quand on est éveillé, et surtout de réapprendre après une nuit de sommeil. En fait, la meilleure des conditions, c'est effectivement vos révisions du soir, mais le réapprentissage le lendemain. C'est-à-dire que vous avez profité de votre sommeil pour consolider ce que vous avez appris, et vous avez rapidement réactivé ce que vous avez consolidé pendant votre sommeil. Et ça semble être la solution, on va dire, la plus optimale pour vous permettre d'incruster la connaissance sur du long terme. Donc avec le sommeil, ça veut dire quoi ? Le sommeil, ça vous permet d'apprendre en faisant moins d'efforts. Et même si vous faites moins d'efforts, vous retenez beaucoup plus longtemps. Donc c'est super économique. Dormir, moins d'efforts, on retient mieux. Donc c'est un nouveau slogan pour vous donner envie de dormir. Et donc, du coup, on a essayé de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Et donc, on a essayé d'utiliser une théorie de la mémoire qu'on appelle des systèmes multitraces pour essayer de comprendre comment ce phénomène se faisait. Et donc, en fait, l'hypothèse, c'est que le sommeil serait à la base de plein de mécanismes neuronaux. On parle de replay neuronal, ça veut dire que les réseaux de neurones se réactivent pendant le sommeil, ce qui va permettre de stabiliser la trace neuronale, de la potentialiser, de la rendre plus robuste, mais ça va leur permettre aussi d'intégrer des traces qui sont déjà existantes ou alors de retravailler des traces qui sont déjà existantes. Donc si je reprends ce modèle un peu multitrace, initialement un apprentissage plutôt épisodique, le genre d'apprentissage qu'on fait en classe, va solliciter l'hippocampe, et l'hippocampe va faire du lien avec ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti, et il va dire « Ok, ça c'est un épisode que je mémorise ». Grâce au sommeil, l'hippocampe va se désengager de cet apprentissage et les différents modules corticaux vont s'assembler ensemble. C'est-à-dire que ce son, je vous fais apprendre par exemple des chants d'oiseaux, et l'image de cet oiseau, elle va avec ce chant-là et avec, je ne sais pas, cette couleur-là d'oiseau. Et votre sommeil va faire que tous ces éléments vont s'associer sans que vous ayez besoin de cette structure hippocampique. D'accord ? Et quand vous avez dormi, vous allez intégrer cette nouvelle trace à une trace que vous avez déjà en mémoire.
Donc si le merle, oiseau noir, chante de cette manière et que dans votre système mnésique, vous avez déjà un oiseau noir qui chante d'une autre manière, vous allez rapprocher ces traces pour les intégrer. Et vous savez qu'apprendre efficacement, c'est faire du lien avec ce qu'on sait déjà. Et donc on imagine que c'est pendant le sommeil que ça se passe de cette manière-là. Et plus vous allez avoir de traces, plus le sommeil va vous permettre de faire ressortir des invariances au sein de toutes ces traces. Si je reprends les oiseaux, je suis pas très bonne en oiseaux, donc je vais sur un terrain qui est un petit peu glissant, mais on pourrait imaginer qu'il y a une tonalité de chant particulière pour tous les oiseaux qui seraient des oiseaux des îles. Et bien, grâce au sommeil, vous allez extraire cette invariance et créer une connaissance qu'on dit sémantique, qui va être un trait commun à tous ces chants d'oiseaux exotiques, par exemple. Deuxième partie, du coup, apprendre à dormir. Donc, je vais vous parler d'une expérimentation qu'on a mis en place à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des collègues enseignants qui voient très concrètement que ces enfants à l'école vont piquer du nez très tôt dans la semaine, donc le lundi, et très tôt dans la journée, c'est-à-dire qu'avant 10h, il y a déjà des enfants qui vont montrer des signes de somnolence, alors que logiquement, ça devrait être réservé au début d'après-midi. Donc, on nous a demandé d'intervenir pour essayer de faire de la promotion, de l'éducation au sommeil. Et la première idée, c'était de s'adresser aux parents pour essayer de porter la bonne parole sur le sommeil de l'enfant. On a essayé de le faire, puis finalement, ce n'est pas réalisable dans le sens où on n'est pas assez nombreux pour pouvoir le faire, et que nous, on a fait des conférences où il y avait 3 parents qui s'étaient déplacés, et que les 3 parents qui s'étaient déplacés, c'était déjà des parents qui étaient convaincus, qui mettaient tout bien en place, donc c'est difficile de parler à tout le monde avec ce type de dispositif. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on a demandé aux enseignants de nous accompagner pour créer un matériel qui leur permette à eux d'expliquer à quoi ça sert de dormir en classe, pour être sûr d'avoir tous les enfants devant eux et de les sensibiliser sur l'importance du sommeil. J'insiste là-dessus parce que le matériel qu'on a fait, ce n'est pas un matériel qui va donner des consignes de coucher, de lever, etc. C'est un matériel qui va expliquer pourquoi il faut prendre soin de son sommeil, pourquoi il faut préserver ce temps de sommeil. Donc on a créé une mallette pédagogique avec un groupe d'enseignants, on a eu des relecteurs enfants et on a eu des parents relecteurs également. Et on s'était centré pour cette mallette sur les cycles 2 et 3. Donc c'est des enfants, on s'adresse à des enfants qui commencent à lire suffisamment pour être capables de déchiffrer le matériel. Mais on est quand même parti sur des bandes dessinées pour avoir un support imagé qui puisse donner de l'information également. Dans cette mallette, on a fait des petits dessins animés. Alors les petits dessins animés, c'est juste une petite technique qui permet à ces enfants d'avoir un sursaut attentionnel. Donc on commence les séances avec un court dessin animé qui est en fait un résumé de ce qui va se passer dans la séance. Donc on donne quelques informations qui vont être réactivées après dans la séance. On a travaillé avec eux sur un personnage. Donc ce personnage, c'est cette tortue. Et ils ont choisi de l'appeler Mémé ton pige parce que c'est une mémé. Et parce que la phrase que leur disent les parents le soir, c'est « mets ton pige et va te coucher ». Donc cette mémé, ils l'ont appelée « mémé ton pige ». Et donc, on a construit 8 séances pédagogiques d'environ 45 minutes où cette mémé ton pige, au travers de dessins animés et de bandes dessinées, va réexpliquer un peu ce que je vous ai expliqué ce soir, mais en un peu plus approfondi. C'est-à-dire que même si on s'adresse à des CE1 ou des CE2, ils ont entendu parler de mélatonine, ils ont entendu parler de toxines, ils ont entendu parler d'ondes lentes, on leur a expliqué ce que c'était que le noyau suprachiasmatique, on est allé loin dans les explications, mais par contre, on a, grâce aux enseignants, utilisé le niveau de vocabulaire qu'il leur fallait et les dessins nous ont énormément aidés par rapport à ça. Et on a créé un petit fascicule pour les enseignants pour leur permettre de découvrir le sommeil avant de découvrir ces bandes dessinées. Mais l'idée était qu'il s'agisse d'un outil, on va dire, clé en main, qui ne nécessite pas de formation particulière. Donc les enseignants nous ont beaucoup aidés pour rendre cet outil ergonomique pour leur pratique quotidienne. Et donc on est parti sur 8 séances qui sont des bandes dessinées. Donc chaque séance, il y a 2-3 pages de bandes dessinées, c'est toujours le même modèle. Ça c'est la bande dessinée pour le sablier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le processus homéostatique et Mémé ton pige, j'explique ce que c'est que le processus homéostatique. Ça c'est une leçon sur les écrans, vous voyez.
je suis désolée, je me retourne, on a expliqué que ce noyau suprachiasmatique, il a une montre, c'est celui qui gère le temps et qui va indiquer à la glande pinéale quand est-ce qu'elle doit sécréter de la mélatonine, et que quand on est bombardé de lumière, il se passe un truc un peu bizarre, c'est que le noyau suprachiasmatique, il devrait il devrait dormir parce qu'il fait nuit, et là cette lumière arrive, donc il ne comprend plus rien, et la glande pinéale arrête de sécréter cette mélatonine à cause de la lumière du jour. Donc on a créé toutes ces bandes dessinées, et à chaque fois on a fait des petits exercices d'application où on demandait à l'enfant d'aller rechercher des informations, des traces écrites, etc. On leur avait donné un petit agenda de sommeil pour qu'ils s'intéressent à leur propre sommeil, et après dans chaque leçon, on leur faisait une petite anecdote. L'idée, c'était que cette anecdote, ils aient envie d'en parler, et donc ils aient envie d'en parler à leurs parents. Par exemple, on leur a expliqué que le dauphin, c'est un animal bien particulier, parce que comme il n'a pas de respiration automatique, il est obligé de remonter à la surface de l'océan pour respirer. Et donc, comment est-ce qu'il fait pour continuer à remonter à la surface de l'océan, pour respirer, mais dormir ? Et bien, en fait, il dort un hémisphère cérébral à la fois. Il a un hémisphère qui dort, l'autre reste éveillé et lui permet d'aller respirer, et après, ça passe le relais à l'autre hémisphère cérébral. Et ça, ils adorent, parce que du coup, après, ils vont le raconter. On leur explique, par exemple, qu'on dort un tiers de notre vie. Donc, quand on a 9 ans, c'est comme si on était rempli à peu près jusqu'au nombril de sommeil. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui les marque. Et l'idée, c'était qu'ils puissent en parler chez eux, c'est-à-dire d'avoir un effet de spirale pour remonter de l'information à la maison. Et on leur donnait un petit conseil à mettre en place après la leçon. Donc les conseils, c'est des conseils qu'on utilise quand on fait de la thérapie comportementale et cognitive sur les patients qui ont des troubles du sommeil. En fait, on leur demande de se réapproprier ce plaisir qu'est d'aller se coucher. Donc on avait un conseil qui était: ce soir, quand je vais me coucher, je me blottis confortablement dans mon lit comme le fait Mémé ton pige. Demain matin, quand je me lève, je me dis que je suis contente, j'ai bien dormi, je vais pouvoir affronter cette journée. Donc vous voyez, c'est pas tu te couches à telle heure, tu fais comme ça, c'est pas dans ce sens-là qu'on a fait ces petits conseils. Et donc on a fait une expérimentation pour vérifier si la mise en place de ce programme d'éducation changeait les comportements de nos enfants. Donc on n'a pas fait un essai contrôlé randomisé parce qu'en fait, on n'a pas eu l'autorisation d'avoir des classes à qui on faisait le test et des classes à qui on ne faisait pas le test. Il fallait que tous les participants aient le test. Donc on a fait un autre design expérimental qui s'appelle un design avec mesures répétées en ligne de base. Donc ça veut dire quoi ? Ici, on a 130 enfants, on a 4 écoles différentes, c'est les traits que vous voyez sur ce tableau, et ça, c'est les actimètres que les enfants ont portés pendant 10 jours consécutifs, et donc on a pu, grâce à cet actimètre, mesurer leur temps de sommeil, leur activité dans la journée. Donc AT1, on a mesuré le sommeil de ces 130 enfants, donc ils étaient en CE2, et ce que vous voyez, c'est que ces enfants, en moyenne, ils dorment environ 8h30 par nuit, alors qu'on sait que les recommandations pédiatriques à cet âge, c'est entre 9 et 11 heures de sommeil. Donc ça veut déjà dire qu'on a quand même des populations d'enfants qui déjà ont un sommeil réduit. Puis après ça, un mois s'est passé. Pendant ce mois-là, les maîtres et maîtresses faisaient un programme de santé qui ne parlait pas de sommeil. Mais comme on les avait équipés d'une montre, on voulait être sûr que le simple fait d'équiper d'une montre, ça n'allait pas changer quand même leur comportement. Et du coup, on les a réenregistrés une nouvelle fois. Vous voyez que les valeurs, elles sont relativement stables. Puis après ça, pendant un mois, ils n'ont pas parlé d'éducation à la santé. On les a laissés tranquilles et on les a revus encore pendant 10 jours. Et donc, on a une ligne de base qui est relativement stable, qui représente leur temps de sommeil moyen. Et après ça, on a, dans ces 4 écoles, donné le matériel aux enseignants, on ne les a pas formés, et on leur a dit, OK, il y a une mallette, essayez de la mettre en œuvre. Ils sont partis pour faire cette mallette, ces enseignements 2 fois par semaine, donc 45 minutes 2 fois par semaine. En un mois, ils avaient réalisé la totalité du programme, et on est retourné mesurer ces enfants. Et comme vous pouvez le voir, dans toutes les classes, donc il y a 2 REP+, et 2 écoles standards, de l'urbain et du périurbain, et bien vous voyez qu'on a une augmentation significative du temps de sommeil de ces enfants. En moyenne, ils gagnent environ 30 minutes de sommeil par nuit, et du coup, ça les fait
rejoindre les recommandations pédiatriques. Et ces enfants, on les a vus 1 an plus tard. Donc il faut savoir qu'entre 9 et 10 ans, généralement, l'enfant perd 20 minutes de sommeil, puisqu'il va commencer à aller vers son sommeil d'ado. Et nous, nos enfants, en fait, stabilisent leur temps de sommeil. On a une variation de 5 à 10 minutes du temps de sommeil sur l'année qui s'est passée. Et quand on regarde ce qui a changé dans ces comportements, donc je suis désolée, j'ai pris la capture de l'article en anglais, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce sur quoi on a joué, c'est surtout sur le temps de coucher, c'est-à-dire que le moment où ils s'endorment. C'est-à-dire que ces enfants, CE2, ils ne sont pas couchés à 10h moins quart, mais ils s'endorment à 10h moins quart. Donc il faut bien prendre conscience que quand on ferme la porte de la chambre d'un enfant, ce n'est pas le moment où il s'éteint complètement, il y a du temps avant que ça se passe. Et en fait, on gagne sur le moment où ils s'endorment. Ils s'endorment plus vite qu'avant le programme d'éducation. L'horaire de réveil, ça reste le même parce que c'est un horaire de réveil qui est dicté principalement par les horaires de classe. Donc ça ne bouge pas trop. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'en fait, on a une corrélation entre le gain de sommeil à la suite de ce programme et le temps de sommeil initial de ces enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui dormaient le moins qui ont le plus augmenté leur temps de sommeil, avec des enfants qui vont augmenter d'1h30 leur temps de sommeil par nuit. Bien entendu, les enfants qui dormaient déjà 9 heures par nuit, on n'a pas pu leur permettre de dormir plus puisqu'ils étaient déjà dans leurs besoins physiologiques. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a fortement intéressés. Et on a fait aussi des tests cognitifs, donc c'est les tests cognitifs que vous voyez ici, principalement des fonctions exécutives. Et vous voyez qu'on a une augmentation de ces performances uniquement entre T3 et T4, c'est-à-dire uniquement en lien avec cette période où on a mis en place le programme Méméton-Pige. Vous voyez que ça reste stable sur les autres valeurs, comme ce que je vous ai montré sur le graphique avec le temps de sommeil, et on a cette augmentation qui se fait après le programme d'éducation au sommeil. Donc c'est un matériel qui est maintenant disponible, gratuit. Toutes les écoles peuvent le télécharger et l'utiliser comme ils le souhaitent. Donc j'ai terminé. Donc pour une courte conclusion, j'espère vous avoir convaincu sur le fait que le sommeil, c'était un élément essentiel pour assimiler de nouveaux apprentissages. Si vous avez bien dormi, si les enfants ont bien dormi, ils sont capables de mieux réceptionner ce que vous allez leur apprendre. Mais c'est aussi important pour consolider ce que vous avez appris. Et je fais vraiment un focus sur ce temps de sieste des petits qui est quand même essentiel parce qu'ils ont eu plein d'informations pendant la matinée, leur sablier est déjà un peu plein. Ce temps de sommeil, c'est vraiment un gain pour l'enseignant aussi. Pensez à ce système de régulation des émotions, même quand on est jeune adulte, fatigué, on a du mal à réguler nos émotions, et de vous dire qu'effectivement, le sommeil, ça s'apprend. Donc on n'est pas dans une société perdue, on peut encore faire machine arrière et réapprendre à bien dormir. Donc le programme, vous pouvez le trouver sur www.memetonpige.fr et je vous ai mis mon adresse internet également. Merci beaucoup.